Linda Pagano était une adolescente de 17 ans qui a disparu mystérieusement en 1974 après une dispute avec son beau-père. Ses restes vont rapidement être découverts, mais malheureusement à l'époque, personne ne savait à qui ils appartenaient. Par la suite, pendant de longues années, l'affaire va rester au point mort et elle va même finir par être totalement oubliée. Mais en 2018, grâce à Reddit, l'affaire va prendre un grand tournant. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Linda Pagano, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une histoire qui est un petit peu différente. Je sais pas si j'avais déjà fait une histoire qui tourne autour des découvertes qu'on peut faire sur Reddit, des enquêtes sur internet, mais celle-ci les illustre très bien. Donc voilà, je suis contente de vous présenter cette affaire aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous souhaiter un très bon réveillon de Noël, de joyeuses fêtes de Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci énormément de me suivre. N'hésitez pas, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner à la chaîne. Et voilà, maintenant, lançons-nous dans cette très triste et mystérieuse histoire. Linda Marie Pagano est née le 11 avril 1957 aux États-Unis, dans la ville de Akron, dans l'État de l'Ohio. Elle a grandi avec ses parents, mais aussi avec son grand frère Michael et sa grande sœur Cheryl. C'était donc la dernière de la famille, mais pourtant elle était considérée comme l'enfant la plus calme. Pour l'anecdote, il arrivait même que son frère et sa sœur la payent pour qu'elle se taise lorsqu'il faisait quelque chose de mal, mais à chaque fois, Linda se sentait beaucoup trop coupable et elle finissait par les dénoncer. Bon, mis à part ça, à l'école, Linda a toujours eu d'excellentes notes. Elle était une étudiante très studieuse et plus tard, elle est entrée à la Springfield High School et à 17 ans, il ne lui restait plus qu'un an avant d'obtenir son diplôme et d'ailleurs, elle avait très hâte de l'avoir. Aussi, et même si elle avait bien grandi, Linda restait une adolescente timide qui adorait la musique rock, mais elle était également décrite comme très honnête et travailleuse. D'ailleurs, en plus d'aller à l'école, elle avait aussi un job étudiant à temps partiel, donc vraiment elle passait quasiment tout son temps à étudier, à travailler. Elle avait très peu de temps pour elle au final. Pendant l'été 1974, qui était donc l'été de ses 17 ans, Linda avait décidé d'emménager chez son beau-père qui s'appelle Byron Claflin et qui habitait lui aussi à Akron sur l'avenue Carnegie. En fait, si Linda avait décidé d'emménager cet été-là chez son beau-père, c'est parce qu'elle voulait suivre des cours d'été pour se préparer au mieux à sa dernière année de lycée. Et donc j'imagine que les cours qu'elle suivait se trouvaient plus proches de chez son beau-père et donc c'est pour ça qu'elle avait emménagé chez lui. Mais donc pour vous parler un petit peu plus de Byron, donc le beau-père, il était barman et n'était pas vraiment connu pour être une très bonne personne. Le pire, c'était vraiment quand il buvait et ça arrivait assez souvent. Pour vous dire, il y a même des personnes qui l'ont décrit comme étant quelqu'un d'horrible. Donc vraiment, c'est très fort comme mot, mais à ce qui paraît, quand il buvait, c'était vraiment une autre personne. Il était vraiment horrible. Mais bon, malgré tout, Linda et son beau-père étaient quand même en bons termes. D'ailleurs, il lui avait justement acheté une voiture, une Ford Mustang, pour que Linda puisse se déplacer plus facilement et évidemment, elle était très heureuse. Mais donc, à présent qu'on connaît un petit peu mieux la vie de Linda et des personnes qui l'entourent, plongeons-nous dans la journée du 31 août 1974, donc toujours pendant les vacances d'été. Ce soir-là, Linda s'était rendue à bord de sa nouvelle voiture dans la ville de Cleveland qui se trouvait à 45 minutes de chez elle. Elle n'y avait pas été seule parce qu'elle était accompagnée de son petit ami qui s'appelait Steve Wilson. Les deux avaient en fait assisté à un concert du groupe Crosby, Stills, Nash Young et la soirée s'était tellement bien passée qu'ils avaient fini par rentrer chez eux en plein milieu de la nuit. C'était donc Linda qui avait conduit sur la route du retour et en arrivant à Akron, elle avait laissé son petit ami chez lui et puis elle était rentrée dans la maison de son beau-père. Cette maison qui se situait donc au 685 Carnegie Avenue. En arrivant, elle s'est alors retrouvée face à son beau-père qui était toujours réveillé et qui était contrarié de la voir rentrer si tard. Une dispute a alors éclaté entre les deux et Byron, donc le beau-père, a demandé à Linda de quitter sa maison. Il était vraiment très en colère et il l'a mis dehors.
Donc à 4 heures du matin, Linda est partie seule dans la nuit et elle n'a même pas pris sa voiture avec elle. Et d'ailleurs, après ça, malheureusement, plus personne ne la reverra vivante. Mais continuons notre récit. Le lendemain matin, donc le 1er septembre, Linda ne va pas rentrer. Byron, son beau-père, va alors appeler la mère de Linda et va lui demander si sa fille était avec elle et elle va répondre que non. Mais bon, la mère de Linda ne va pas sembler être vraiment inquiète, elle va même rassurer le beau-père de Linda en lui disant que sûrement elle était un peu fâchée, qu'elle était avec des amis, qu'il fallait pas s'inquiéter et qu'elle reviendrait quand elle serait un petit peu redescendue de la dispute. Vraiment, la mère de Linda était persuadée que tout allait bien, que tout irait bien, mais Byron, lui, était un peu plus stressé. Il va alors parler de la situation à Michael, qui était donc le frère de Linda, et donc un petit peu plus tard dans la journée du 1er septembre, les deux vont décider de se rendre à la police pour signaler la disparition de Linda. Bon, là, la police ne va malheureusement pas vraiment prendre cette affaire au sérieux. Ils vont dire que Linda était ado, qu'elle avait sans doute fugué pendant quelques temps, mais qu'elle reviendrait très très vite à la maison. Dites-vous que si aujourd'hui ça arrive encore quelques fois que la police ne prenne pas des mesures nécessaires, à l'époque, dans les années 70, c'était vraiment pire que maintenant. Et souvent, la police se disait on va attendre 48 heures avant de vraiment s'inquiéter. Ou alors, c'est une ado, vu la situation, il n'y a pas trop de soucis, elle va revenir, c'est juste une fugue. Ils s'inquiétaient pas autant, il n'y avait pas autant de mesures de prise qu'aujourd'hui. Et donc, c'était assez systématique que la police décide de ne pas agir dans ce genre de situation. Donc là, les enquêteurs vont rassurer Byron et Michael. Ils vont leur dire de ne pas s'inquiéter, que sans doute Linda était chez des amis et qu'elle allait rentrer. Donc au final, l'affaire n'a pas été médiatisée. Personne n'était vraiment au courant de la disparition de Linda et les jours sont pourtant passés sans qu'elle ne revienne à la maison. Bon, évidemment, plus le temps va passer, plus la famille et les amis de Linda vont quand même assez s'inquiéter et ils vont se dire que quand même, ça faisait trop longtemps qu'elle n'était pas rentrée et que sans doute, ils n'étaient pas simplement face à une histoire de fugue. En fait, ça leur paraissait réellement impossible que Linda soit réellement partie sans dire à personne où elle se rendait, sans même en parler avec son petit ami, avec qui tout allait bien pourtant. Donc, il y avait forcément quelque chose qui allait pas. Une autre chose de très étrange selon eux est qu'elle était partie à pied, sans sa voiture. Si vraiment elle avait voulu fuguer et partir loin, eh bien elle aurait pris sa voiture avec elle. Comme la police ne semblait pas aider, eh bien le frère et la sœur de Linda ont décidé de prendre les choses en main et ils ont placardé des affiches sur la disparition de Linda partout dans la région en espérant que quelqu'un les contacte et dise qu'il l'avait vue. Sur cet avis de disparition, on va apprendre que Linda faisait seulement 1,50 m, donc elle toute seule dans la nuit dehors, on aurait clairement pu la prendre pour un enfant. On va aussi savoir que lors de sa disparition, elle portait un jean, un pull de couleur foncée et aussi un sac à main en cuir avec une bandoulière. De plus, la famille de Linda va offrir une récompense contre toute information permettant de retrouver Linda. Mais dites-vous bien que malgré ça, pendant des mois, ils vont rester sans nouvelles, la police ne va pas faire grand-chose et Linda, elle, ne va pas revenir à la maison. Ce qui est dingue, c'est que la seule enquête qui a été menée à ce moment-là, pendant des mois, je précise, c'était l'enquête de la famille. La police ne faisait strictement rien. Je ne sais pas vraiment ce qui se passait dans leur tête, s'ils pensaient toujours que c'était un cas de fugue, mais en tout cas, ils ont totalement laissé la famille de Linda se débrouiller seule. En plus, dites-vous bien qu'à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, donc sans une vraie enquête de la police, l'histoire n'est pas vraiment médiatisée, donc personne ne sait que Linda a disparu. Si quelqu'un la croise, il ne sait pas à ce moment-là que c'est une personne portée disparue. Donc vraiment, ça rend cette histoire encore plus difficile à être élucidée. Bon, sinon la suite de cette histoire se passe le 5 février 1975, soit 1 an et demi après la disparition de Linda. Ce jour-là, 3 jeunes garçons faisaient une randonnée dans un parc de Strongsville, dans l'Ohio, une ville à 40 minutes en voiture de Akron. Les garçons se trouvaient en fait dans un grand domaine qui s'appelle Millstream Run Reservation et sur le bord de la rivière, ils vont alors faire la découverte de restes humains. Ils vont alors trouver un crâne humain où il manquait la mâchoire et puis d'autres restes squelettiques un petit peu dispersés.
Immédiatement, ils vont aller chercher de l'aide et les autorités seront donc appelées sur les lieux. En très peu de temps, les enquêteurs vont déterminer que ces restes appartenaient à une femme blanche qui devait avoir une petite vingtaine d'années. Mais malheureusement, les os semblaient être là depuis longtemps, vraiment le corps était très décomposé et sur les lieux, il n'y avait pas vraiment de preuves ou d'indices qui permettraient de comprendre ce qui s'était passé. Bon, les ossements vont quand même être pris par les autorités, envoyés à un expert et cet expert déterminera que cette femme semblait être décédée d'une balle dans la tête. Donc avec ça, on était sûr d'une chose, on était face à une scène de crime, la personne avait été tuée, avait été assassinée, c'était une enquête pour meurtre. Donc à partir de là, les autorités avaient un seul but, c'était comprendre à qui appartenaient ces ossements. Dans un premier temps, ils vont alors penser qu'il s'agissait d'une femme du nom de Patty Hearst qui avait en fait disparu un an plus tôt en 1974 alors qu'elle avait été vue pour la dernière fois dans son appartement dans la ville de Berkeley en Californie. Mais bon, rapidement, les enquêteurs vont avoir la confirmation que ces ossements ne lui appartenaient pas vu que un an plus tard, Patty va finir par réapparaître saine et sauve. Au final, les autorités n'avaient donc aucune idée d'à qui appartenait la dépouille et ils vont finir par baisser les bras et enterrer cette jeune femme dans une tombe anonyme au Memorial Gardens dans la ville de Highland Hills. Elle sera alors simplement nommée Strongsville Jane Doe, donc Strongsville c'est la ville où elle a été retrouvée et Jane Doe c'est un peu le nom générique qu'on donne aux jeunes femmes retrouvées dont on ne connaît pas l'identité. Ce qui est vraiment triste c'est que pendant des années cette Jane Doe de Strongsville va rester totalement anonyme et au fil du temps tout le monde va l'oublier. Au final, tenez-vous bien, mais c'est seulement en 2016 que les choses vont tout doucement avancer. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut alors que je vous parle d'une femme du nom de Christina Skate, qui était une étudiante à la Cleveland State University. À ce moment-là, Christina travaillait en fait sur un projet de recherche généalogique par rapport à sa propre famille. Dans ses recherches, elle va tomber vraiment totalement par hasard sur le cas justement de cette Jane Doe de Strongsville. Elle a commencé un petit peu à lire son histoire, il n'y avait pas grand-chose, mais directement elle s'est sentie très triste pour cette femme qui n'avait jamais été identifiée. Elle a alors essayé de trouver un peu plus d'informations sur cette femme, il n'y en avait pas beaucoup, mais tout ce qu'elle saura, c'est qu'elle avait été répertoriée sous le numéro 82 48 3. Donc ça, c'était vraiment le numéro de cette Jane Doe, mais c'est la seule chose qu'elle va vraiment apprendre et ça va pas l'aider énormément. Là, Christina, elle va rester perturbée un petit peu, elle va se dire, ok, il y a Reddit qui existe où beaucoup d'enquêtes se font justement sur ce site-là et elle va décider d'ouvrir un thread et elle va décider de rédiger un post où elle va parler de cette Jane Doe de Strongsville, dire tout ce qu'elle savait et elle va demander aux personnes qui tomberont sur ce post de l'aider pour essayer d'un jour comprendre qui est cette femme. Par chance, un homme qui s'appelle Carl Koppelman va prendre connaissance de cette affaire et va alors contacter Christina. Il va lui dire qu'il était artiste légiste, c'est-à-dire qu'il utilisait des photos de crânes de victimes pour reconstituer ce à quoi la victime aurait pu ressembler de son vivant. C'est un métier qui est très important parce que justement, quand on retrouve des personnes comme ça non identifiées, grâce à ça, on peut faire des sortes de portraits robots de la personne et comme ça, sa famille ou ses proches ou des gens qui l'ont connue peuvent essayer de la reconnaître et dire « je pense que c'est ma fille, ma sœur, etc. » Évidemment, Christina, en lisant son message, va sauter sur l'occasion et elle s'est clairement dit que c'était sa chance d'un jour pouvoir voir à quoi pouvait ressembler cette Jane Doe de son vivant. Elle a alors réussi à se procurer certaines photos du crâne de la victime et Carl a pu les utiliser pour faire son travail. En parallèle, la police de Cleveland va contacter Carl pour une toute autre affaire, mais il va alors en profiter pour leur parler de son travail de recherche à lui et Christina par rapport à la Jane Doe de Strongsville. Chose importante aussi, c'est que Carl va demander aux enquêteurs pourquoi est-ce que la fiche de cette Jane Doe n'était pas répertoriée sur le site qui compte tous les restes retrouvés dans le comté. En fait, la ville de Strongsville fait partie du comté Cuyahoga. Désolée si je massacre un peu le nom du comté, mais en tout cas, ce comté a un site internet qui répertorie tous les ossements retrouvés, toutes les victimes non identifiées, etc. Et
l'affiche de cette Jane Doe de Strongsville n'a jamais été répertoriée sur ce site, ce qui est très étrange. C'est pour ça que Carl va demander plus d'explications par rapport à ça et la police ne va dans un premier temps pas savoir quoi répondre. Ils vont alors lancer une enquête interne et c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'à cause d'une faute d'orthographe glissée quelque part dans le système, eh bien la fiche de cette Jane Doe de Strongsville n'avait jamais pu être répertoriée. Pire encore, elle n'avait jamais été répertoriée sur le site NameUs, qui est en fait la base nationale de données sur les personnes disparues et des victimes non identifiées. Clairement, cette base de données est plus qu'importante et énormément de personnes travaillent dessus pour essayer d'identifier des victimes. Donc si cette fiche par rapport à la Jane Doe de Strongsville ne s'y trouvait pas, c'est normal qu'elle a été oubliée à un moment donné. En tout cas, suite à cette découverte, sa fiche a enfin pu être publiée et en 2018, la police d'Akron va enfin prendre connaissance de cette affaire restée dans l'ombre depuis des années et des années. Il faut aussi savoir que dès que le cas de cette Jane Doe a été ajouté sur le site NameUs, énormément de personnes vont tenter de faire leur propre enquête et vous le savez sûrement, mais sur internet, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont très actives pour essayer d'identifier des corps ou même des restes retrouvés. Souvent, ils se retrouvent sur Reddit et ensemble, ils essayent d'éplucher chaque information pour tenter de trouver une correspondance entre les corps trouvés et la base de données de personnes disparues. Là, sur Reddit, une personne va émettre l'hypothèse que les restes retrouvés à Strongsville pourraient appartenir à une certaine Linda Pagano, qui avait donc été portée disparue le 1er septembre 1974 après être sortie en pleine nuit et dont tout le monde semblait avoir oublié l'existence. Les autres internautes vont alors se pencher sur cette hypothèse et quand tout le monde va sembler être assez convaincu, ils vont décider d'appeler la police pour leur faire part de leur découverte. Là, la police de Strongsville a fait une demande d'exhumation de la dépouille de la Jane Doe afin de pouvoir y prélever de l'ADN et ça a été accepté. L'exhumation a alors commencé mais ça a été extrêmement difficile parce qu'en fait le cimetière où elle avait été enterrée c'était un cimetière qui comptait énormément de Jane Doe. De plus, eh bien, tous les os avaient été enterrés les uns sur les autres. Vraiment, ça devenait presque impossible d'arriver à avoir les bons os. Il y en a plein qui ont été déterrés, testés et c'était jamais les bons. Mais au final, l'université d'Akron a aidé les autorités, notamment pour cartographier le cimetière. Et finalement, au mois d'octobre 2017, les bons os ont pu être retrouvés. À ce moment-là, les autorités vont également se procurer le dossier dentaire de Linda afin de pouvoir le comparer à celui de la dépouille. De plus, ils vont faire un prélèvement ADN à Cheryl et Michael, donc la sœur et le frère de Linda, afin de pouvoir comparer leur ADN à eux avec l'ADN des os. Après ça, donc l'ADN va être prélevé sur la dépouille et tout ça sera envoyé au laboratoire pour être analysé. C'est finalement le 29 juin 2018 que les résultats vont tomber. C'est là que la Jane Doe de Strongsville sera officiellement identifiée comme étant Linda Pagano qui avait disparu depuis 44 ans à ce moment-là. Par contre, au même moment, Michael, donc le frère de Linda, va expliquer une chose assez dingue. Il va nous apprendre qu'en 1975, lorsque ses os justement avaient été retrouvés, il avait contacté la police. Il avait soutenu aux autorités que cette Jane Doe pouvait être sa sœur, que c'était plus que probable, mais la police lui avait soutenu que ce n'était pas le cas et que vu le squelette, eh bien la Jane Doe paraissait trop grande par rapport à Linda qui ne faisait, je le rappelle, qu'1,50 m. C'est fou parce que s'ils avaient fait un peu plus de tests, à ce moment-là, ils auraient pu comprendre que cette Jane Doe était Linda, mais non, ils ont voulu rester sur leur impression et ont simplement dit à Michael que c'était impossible. En fait, cette histoire, je la trouve folle parce qu'il y a eu un manque de considération pour la disparition de Linda du début à la fin. Déjà, quand elle a disparu, personne ne s'est soucié de sa disparition. Ensuite, quand ses ossements ont été retrouvés et que son frère a appelé les autorités, personne ne l'a écouté. Ensuite, les enquêteurs ont abandonné l'idée de l'identifier et l'ont enterré anonymement. Et enfin, sa fiche n'a jamais été répertoriée à cause d'une faute d'orthographe. Vraiment, c'est totalement dingue.
Mais bon, à présent, en 2018, le frère et la sœur de Linda ont enfin pu tourner la page. Même si après toutes ces années, eh bien, ils étaient assez sûrs que Linda était décédée, ils avaient toujours comme un petit espoir qu'elle soit toujours vivante, ou un doute en tout cas, qu'elle soit partie, qu'elle ait refait sa vie autre part. Ils avaient du mal à faire leur deuil parce qu'ils ne pouvaient pas être sûrs et certains qu'elle était décédée. À présent, ça les aidait de savoir qu'elle avait été retrouvée et que maintenant, toute cette histoire allait pouvoir tout doucement se clôturer. Disons qu'après ça, ils se sont sentis un petit peu plus en paix par rapport à toute cette histoire. D'ailleurs, Michael, donc toujours le frère de Linda, a rencontré en personne Christina pour la remercier pour tout son travail afin de pouvoir identifier sa sœur. Sinon, si vous vous demandez, après ça, la dépouille de Linda a été rendue à sa famille pour qu'elle puisse l'enterrer correctement. Ils ont alors organisé un réel enterrement au mois de janvier 2019 et ses restes ont été incinérés puis enterrés au cimetière Holy Cross aux côtés de sa mère qui était décédée il y a quelques années. Michael, donc le frère de Linda, a d'ailleurs pris la parole publiquement et a dit « Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Je pensais que j'allais mourir en me demandant tout ce qui lui était arrivé. Je pensais que je continuerais à vivre ma vie, que je mourrais sans jamais le savoir. C'est tout simplement incroyable, la technologie et toutes ces choses. Je ne savais pas que tous ces gens étaient impliqués dans tout ça, je suis totalement choquée. » Parce que oui, dans toute cette histoire, Michael et même toute la famille de Linda ont vraiment été surpris de voir que ce cold case a pu être résolu grâce à Reddit, grâce à Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle quand même pas mal aussi des dérives qu'il peut y avoir sur Internet par rapport à des enquêtes, etc. Mais il y a quand même pas mal de choses bien qui se passent et ici, c'est une bonne chose et c'est intéressant de le dire quand même. Mais donc oui, pour la famille, c'était une réelle avancée d'avoir retrouvé le corps de Linda, d'avoir pu l'identifier. Mais bon, faut rester conscient qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas réellement ce qui lui est arrivé. Elle a été assassinée d'une balle dans la tête et puis cachée sur les rives d'une rivière, mais à part ça, on ne sait pas grand-chose. L'enquête pour homicide reste encore ouverte et active aujourd'hui, même si malheureusement, on ne sait pas grand-chose de plus. La zone où la dépouille de Linda a été retrouvée a tout de même été retournée de fond en comble, mais malgré ça, les autorités n'ont rien retrouvé, ça faisait beaucoup trop longtemps. Récemment, en 2022, la police a tout de même révélé qu'il y avait 2 personnes d'intérêt dans leur enquête. Dans un premier temps, il y a le beau-père, Byron Claflin, qui est lui décédé en 1990. Alors clairement, selon moi, Byron semble très étrange dans cette affaire. En fait, dans un premier temps, il avait dit à la police que Linda était partie d'elle-même après la dispute parce qu'elle avait besoin de respirer. Et puis, on apprendra dans d'autres entretiens que finalement, c'était lui qui avait viré Linda de chez lui. Donc déjà, ça fait 2 versions des faits différentes. Ensuite, on se dit aussi que vu sa réputation et surtout s'il avait bu ce soir-là, il est fort possible qu'il ait juste pété un câble, qu'il ait pris un fusil et qu'il ait tiré dans la tête de Linda. D'ailleurs, Michael, le frère de Linda, est assez sûr que c'est ce qu'il s'est passé. Il a toujours été en mauvais termes avec Byron et donc il est assez persuadé qu'il aurait sans doute fait du mal à sa sœur. Mais bon, Byron est décédé et malheureusement aujourd'hui ça reste compliqué de savoir si oui ou non il a quelque chose à voir dans la mort de Linda. La deuxième personne intéressante était le petit ami de Linda, Steve Wilson. Alors il n'a jamais été considéré comme un suspect officiel, mais la police a quand même des doutes sur lui. Les enquêteurs ont d'ailleurs tenté de le retrouver pour l'interroger, mais aujourd'hui ils n'ont encore jamais réussi à le localiser, donc on n'en sait pas vraiment plus. Mais donc si la police doute sur lui, c'est parce que c'est l'une des dernières personnes à avoir vu Linda en vie, et on se dit que si elle est réellement sortie de chez son beau-père, il est possible qu'elle ait été se réfugier chez lui, donc voilà, c'est pour ça qu'on doute sur sa culpabilité. Mais voilà, comme vous le voyez, les enquêteurs n'ont pas vraiment plus d'indices ou de preuves, donc ça reste une enquête extrêmement difficile. Les proches encore en vie de Linda ont tout de même été interrogés, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment d'avancée. Mais bon, évidemment, tout le monde espère en savoir un jour un peu plus sur toute cette affaire. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Évidemment, s'il y a des nouvelles dans cette histoire, je vous mettrai en barre de description. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette affaire, pour me donner vos théories. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!